On l'a appris il y a une heure, Joe Biden annonce l'envoi de 31 chars en Ukraine. Un peu plus tôt, c'est Olaf Scholz, pressé par les alliés de l'Ukraine qui autorisaient des livraisons de chars à Kiev. Pourquoi cette livraison de chars était-elle vitale du point de vue de l'Ukraine et des États-Unis? Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a eu ce revirement du côté allemand, mais avant, effectivement, pourquoi il fallait des chars de manière imminente pour l'Ukraine, pourquoi des chars allemands d'ailleurs, et pourquoi l'Allemagne était aussi réticente. Alors pourquoi des chars maintenant à Kiev? C'est la question. Les Ukrainiens, grâce à la bravoure de leurs soldats, ont réussi à récupérer à peu près la moitié du territoire qui a été conquis par Vladimir Poutine en Ukraine depuis le 24 février. Ça, c'est vrai. Mais à quel prix? À quel prix? On parle des pertes russes. On dit qu'il y a 100 000 hommes, soit morts, soit hors de combat dans les forces russes, et c'est vrai. Mais il y a probablement l'équivalent des pertes du côté ukrainien. Donc à quel prix? Parce que les pertes russes, c'est un pays qui est 4 fois plus peuplé que l'Ukraine. Donc à un moment, il pourrait manquer de troupes et on n'est pas très loin de manquer de troupes. Ensuite, eh bien, le front s'est figé du côté russo-ukrainien. C'est-à-dire que les troupes russes se sont enterrées et les Ukrainiens ne peuvent plus avancer. Et ils piétinent dans le sang. Et en fait, le temps joue en faveur de Moscou. Soit que la Russie aura les moyens de monter une contre-offensive, soit même qu'avec le temps, le manque d'hommes, le manque de gens pour être montés au front, mais aussi le manque d'énergie va faire que l'Ukraine va craquer. Donc il faut que l'Ukraine reprenne la guerre de mouvement et qu'elle le reprenne vite. Il y a un compte à rebours. Et pour ça, il faut des chars. Alors pourquoi des chars allemands maintenant? D'abord parce que ces Léopard 2, ils sont excellents. Ensuite parce qu'il y en a une quantité importante. Il y en a l'essentiel des chars de l'époque soviétique qui étaient présents dans les pays de l'OTAN, comme la Tchéquie, la Slovaquie, etc., ont déjà été envoyés. Ils ont déjà été détruits par la Russie. Donc il y a ces chars-là. Il y en a 3000 à peu près disponibles. Et puis ils sont plus proches à acheminer. Maintenant, pourquoi il y a eu une telle réticence du côté allemand? D'abord, parce qu'il y a un effet traumatique évident. La dernière fois qu'il y a eu des Panzers, qui s'appelaient d'ailleurs des tigres ou des panthères, maintenant on va envoyer des Panzers léopards, c'est assez intelligent. Je pense que les stratèges américains sont soit des pervers, soit des amnésiques, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Donc là, quand on va envoyer ces tanks, enfin quand ils vont envoyer des tanks Panzer là-bas, les Allemands, eux, ça va leur rappeler des mauvais souvenirs, évidemment. Deuxième chose, la doctrine allemande jusqu'à présent, c'était qu'il n'y a pas d'exportation de ce type d'armes, sauf à des alliés de l'OTAN. Mais l'Ukraine n'est pas un allié de l'OTAN. Troisièmement, eh bien, l'Allemagne n'est pas un pays doté, comme on dit. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire. Donc elle est exposée à d'éventuelles représailles de la Russie. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est à 1500 km de l'Ukraine. Donc nous, on n'y pense pas, mais eux, ils y pensent. Enfin, il y avait une raison stratégique beaucoup plus importante. C'est que l'Allemagne, qui se fournissait il y a encore quelques mois en gaz russe pas très cher, n'avait pas nécessairement l'intention de se fâcher à vie avec la Russie. Et là, le fait que les Américains poussent absolument à la roue les Allemands à livrer des chars, alors qu'eux-mêmes ne voulaient pas les livrer, c'était évidemment un moyen de carboniser l'Allemagne. Comme ça, après avoir châtré au plan nucléaire, enfin au plan énergétique, l'Allemagne et coupé son approvisionnement en gaz avec la Russie, cette fois-ci, en forçant l'Allemagne à livrer des chars à la Russie, ils savaient que l'Allemagne et la Russie étaient définitivement fâchés. Alors, M. Scholz, il a résisté jusqu'au dernier moment. Et comment et pourquoi la situation s'est débloquée? Pour l'annonce que vous avez faite, parce que M. Scholz a dit, si vous, les Américains, vous n'envoyez pas des chars, alors nous non plus, nous n'enverrons pas des chars. Et donc, M. Biden a été obligé de débloquer l'envoi d'une trentaine, je crois, de 31 chars Abrams. Et donc, M. Scholz, lui, ne peut plus résister à la pression et doit maintenant livrer ses fameux Léopard 2. Vous savez à peu près tout. Ne risque-t-on pas l'escalade? La question que tout le monde se pose ce soir. L'escalade militaire, on n'en est pas encore là parce que les quantités de chars qui vont être envoyés sont pour l'instant très limitées. 15 chars du côté allemand, des chars allemands qui étaient bloqués chez les Polonais, par exemple, parce que par contrat, c'était bloqué. Les Allemands vont les débloquer, ça fait 15 de plus. On a parlé de 31 chars Abrams. Grosso modo, il faudrait au moins 300 blindés extrêmement modernes pour que l'Ukraine puisse escalader. Donc on en est encore loin. Mais sur le principe, c'est vrai que tout ce qu'on a appelé les lignes rouges au départ se sont totalement estompées. Alors on parlait de ne pas envoyer des armes offensives. On est totalement dans les armes offensives, qu'il s'agisse du Léopard, de l'Abrams, peut-être demain du Leclerc. Et demain quoi? L'aviation, mais c'est déjà le cas. Les Pays-Bas viennent d'autoriser la livraison de chasseurs F-16 américains. Deuxième ligne rouge qui a été totalement enfoncée, pas de frappe sur le territoire russe. Donc les Ukrainiens pouvaient se défendre sur leur propre territoire, mais pas frapper le territoire russe. C'est déjà fait. Belgorod a été frappé par l'Ukraine. À quelques centaines de kilomètres de Moscou, il y a eu des frappes de missiles ukrainiens. Et en ce moment même, on parle à Moscou sur les bâtiments publics et des batteries anti-aériennes. Donc on n'en est plus là. La Crimée, troisième ligne rouge, qui donne de quoi à l'Ukraine chasser les Russes
du territoire qu'ils ont conquis depuis le 24 février, mais pas la Crimée qui a été annexée depuis 2014. Or là, dans le discours américain, il est très clair qu'on pourrait aller il pourrait aller, vous voyez, je tombe dans ce que je dénonce, il pourrait aller, tellement nous sommes aliénés aujourd'hui par l'OTAN et par les Américains, il pourrait aller jusqu'à aider l'Ukraine à libérer la Crimée et la récupérer. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que c'était une ligne rouge, ça n'en est plus une. Enfin, la dernière ligne rouge qui subsiste n'est pas de troupes de l'OTAN au sol. Ça, c'est vrai, sauf que ce genre de matériel, de systèmes d'armes, comme on dit, sont assez complexes. Il faut beaucoup de pièces détachées, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens qui sont capables, des personnels qui sont capables de les remettre en état. Donc, on se rapproche lentement, mais sûrement, du théâtre des opérations. Maintenant, la montée aux extrêmes, côté russe, je ne vous fais pas un dessin, envoyer des chars allemands exactement là où il y a eu 20 millions de morts, et la Shoah, évidemment, ça alimente absolument le narratif de Poutine sur la grande guerre patriotique se poursuit. Mais ici, on continue à délirer sur certains, disons, chaînes d'information, on continue à délirer à Bruxelles en disant « mais Poutine, en fait, c'est Saddam ». Voilà, donc c'est Saddam, vous savez, Saddam qui avait envahi le Koweït, donc où va-t-il s'arrêter, disaient les Américains. Attention, il faut l'arrêter, c'est la deuxième armée du monde, sinon il va conquérir tout le Moyen-Orient. Vous connaissez la suite des événements. Et maintenant, on dit pareil, Poutine, alors Poutine, c'est un fou, il faut l'arrêter, il faut le déférer au tribunal pénal international. Minute. Comme disait Hubert Védrine, on veut bien arrêter Vladimir Poutine, mais en fait, comment on va l'arrêter exactement? Parce que si c'est Saddam qui a la bombe atomique. Enfin, c'est juste un petit détail peut-être qui a échappé à tout le monde. Ensuite, il y a la thèse d'Emmanuel Todd. Il a raison de dire que d'une certaine façon, d'un certain point de vue, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Les arguments de Todd sont assez forts. D'abord, il dit, je suis d'accord avec lui, que rien ne s'est passé comme prévu dans cette guerre. Effectivement, l'armée russe était supposée être très forte et elle s'est avérée très faible. Mais en revanche, l'économie russe devait être très faible et elle s'est avérée extrêmement forte. Alors maintenant, eh bien, nous dit Emmanuel Todd, la situation est dangereuse principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que sur le plan économique, les Américains ne peuvent plus lâcher cette guerre. En fait, le plan russo-chinois pour contourner la mondialisation, dédollariser l'économie mondiale, à réorienter finalement les flux de matières premières autrement et hors de la mondialisation américaine, ça a déjà commencé et s'est accéléré. Et des pays comme l'Inde ou des pays comme l'Arabie Saoudite se frottent les mains. C'est que l'Arabie Saoudite a déjà vendu du pétrole payé en yuan. Donc les États-Unis, qui ont une économie totalement surévaluée, ne peuvent plus se permettre de perdre cette guerre en réalité. Voilà ce que dit Todd, et je pense qu'il n'a pas tort. Il y a un prolongement, si vous voulez, monétaire et économique de cette guerre. Deuxièmement, il y a un conflit de valeurs. Évidemment, Poutine brandit cet argument de l'Occident décadent, l'empire et l'emprise des lobbies LGBT que connaît bien Mathieu pour les dénoncer souvent. Poutine s'empare de cet argument et dit « Mais attendez, en réalité, comment vous voulez faire confiance à un Occident qui ne croit même plus à la différence homme-femme ? Comment ces gens peuvent-ils défendre un ordre international que eux-mêmes ont déjà largement sabordé ? Donc ces gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas raisonnables. Comme disent des Russes, les Occidentaux ne sont pas professionnels. Ce sont des gens qui sont sensibles à la moindre émotion, au moindre sondage, etc. Et cet argument il porte auprès de 75% de la population mondiale. En nombre d'États, c'est moins important. Mais l'Inde, la Chine, l'Afrique, une grosse partie du monde musulman et l'Occident se retrouvent beaucoup plus isolés. Dernière question, la France a-t-elle changé de posture ? Emmanuel Macron ne nous entraîne-t-il pas vers la co-belligérance ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut commencer par rappeler qu'au départ, la France avait la bonne posture, le bon en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, Poutine s'est mis dans son tort, il a agressé la Russie, c'était inacceptable. Et en même temps, Emmanuel Macron, pendant longtemps, a dit il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas suivre les Américains dans cette folie va-t-en-guerre, parce que la Russie, c'est un État qu'on ne va pas désinventer, c'est un État énorme, c'est un État nucléaire, et donc il faut faire très attention. Or, c'est terminé. Désormais, Emmanuel Macron est plus otaniste que l'OTAN, parce qu'il faut bien comprendre la responsabilité historique de la France. La France d'Emmanuel Macron, dans cette folie otaniste et européiste, a été la première à livrer des blindés d'attaque, des blindés offensifs, AMX-10. Ensuite, ça a déclenché et ça a levé, d'une certaine façon, les pudeurs et les verrous de la Grande-Bretagne, des États-Unis, etc. Et maintenant, on en est à l'Allemagne. Donc évidemment, le péché d'Emmanuel Macron, c'est son européisme fou. C'est-à-dire pour ne pas renoncer à ce fantasme de puissance européenne indépendante, alors que derrière la puissance européenne indépendante, on l'a dit, on le redira autant que de besoin, il n'y a que les États-Unis. Et on a maintenant cette folie de dire l'Europe, mais c'est quoi ? C'était la paix, c'est comme ça qu'on nous a vendu l'Europe, mais là on voit que l'Europe c'est la guerre. Autre gros péché d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est qu'il n'a pas saisi cette occasion historique avec Berlin.
On le sent, l'Allemagne a résisté autant qu'elle a pu à son protecteur américain, qui est tout sauf son ami, puisqu'il a fait sauter ses tuyaux de gaz. Et donc, évidemment, l'Allemagne est très gênée. Elle a beaucoup de business, par exemple, avec la Chine. Elle ne veut pas être entraînée par les États-Unis. Et là, Emmanuel Macron ne lui a pas tendu la main, ne lui a pas dit, écoutez, on pourrait faire comme l'Inde, comme la Turquie, c'est-à-dire faire une véritable Europe européenne. Il aurait fallu pour ça qu'Emmanuel Macron, comme Charles de Gaulle en son temps, comme Jacques Chirac en son temps, soit capable de dire non, soit capable de résister. Résister à ses alliés, résister aux Américains. Et Emmanuel Macron sait dire non au peuple, on le voit avec la réforme des retraites, mais il ne sait pas dire non au New York Times. Et maintenant, il s'apprête à lancer simultanément la guerre contre la Russie, contre le peuple français. Je pense que c'est un peu beaucoup.